Nicolas décrypte l'actu, une semaine de plus. Alors vous connaissez maintenant les habitudes. La petite sonnette si vous voulez être informé, partagez, j'aime, et puis les commentaires. Cette semaine encore beaucoup de choses, avec une impasse. C'est-à-dire, d'un côté, un président de la République complètement inconscient, complètement cynique, qui, la meilleure défense étant l'attaque, se livre à des attaques contre tout le monde, sauf, bien sûr, étudier sa propre responsabilité. Et puis, de l'autre côté, des manifestants, toujours nombreux, car malgré les violences de la 9e manifestation, il y a quand même eu près d'1 million de Français mardi dans la rue. Ce qui est considérable. 10e journée de mobilisation. Le gouvernement pense que ça va se tasser. Moi, je ne le crois pas, car les Français ont compris aujourd'hui que le problème, c'était Macron. Et pourquoi c'est lui le problème ? Parce qu'en fait, il a des solutions, et il ne veut pas les utiliser. Ces solutions, elles sont dans la Constitution. J'ai un très bon article que j'ai lu, c'était quand je regarde la date, c'était jeudi, d'Arnaud Tessier, qui est un gaulliste très savant, si je puis dire, qui a écrit un article que je vous recommande, des institutions de la Ve République fonctionnent à condition de savoir s'en servir. Eh bien, Arnaud Tessier explique très bien ce que je ne cesse de dire d'ailleurs, c'est que la Constitution du général de Gaulle a donné beaucoup de pouvoir au président, mais à une condition, c'est que ce président, quand il y a un conflit, aille devant le peuple. Il peut y aller par la dissolution, nouvelles élections législatives, il peut y aller par le référendum. Et ce qui explique très bien Arnaud Tessier, c'est que les critiques actuellement contre la Constitution de la 5e oublient qu'il y a ces soupapes de sécurité. Simplement, on a un homme qui use et abuse de la Constitution. Et je veux le dire très clairement aujourd'hui. Si Emmanuel Macron ne retire pas son projet, n'accepte pas une pause au moins, comme le propose Laurent Berger, n'assume pas un référendum, ne dissout pas l'Assemblée pour organiser de nouvelles élections. Il a le choix. Retrait, pause, dissolution, référendum. S'il ne fait pas tout ça, cela veut dire qu'il bloque toutes les issues et qu'il n'y a plus que la colère populaire. Et là, nous n'aurons qu'un moyen, c'est de lancer une procédure de destitution. J'ai toujours été réticent à la procédure de destitution parce que je sais que En Marche ou la Renaissance, les macronistes peuvent bloquer à l'Assemblée. Mais si le président de la République bouge toutes les sorties de crise et qu'il n'y a plus que la violence, comme je ne veux pas de la violence, eh bien, je lancerai une procédure de destitution. Car on n'a pas le droit de prendre en otage un pays. On n'a pas le droit d'user et d'abuser des pouvoirs conférés par la Constitution. On n'a pas le droit de passer en force. Il y a un autre article, pour une fois, dans Libération, qui est intéressant, d'un historien, Johan Chapoutot, et qui était de jeudi aussi, c'était une bonne journée, qui dit « Le pouvoir exécutif met le feu à la France ». Et il explique très bien que le 49-3 était une provocation incroyable dans un pays meurtri. Et dernier article, parce que vous voyez, j'ai beaucoup lu là, avant cette émission, en ce week-end, il y a un dernier article encore plus extraordinaire, je vous invite à lire, alors là, qui est de vendredi dans le Figaro, qui est une grande interview, passionnante, géniale, de Christophe Guilluy, pardon, je le prononce mal, que vous connaissez bien, qui a écrit le livre Les Dépossédés, et qui explique très bien pourquoi il y a une majorité de Français en permanence contre cette réforme, pourquoi il y a une majorité de Français qui approuvent les manifestations, pourquoi il y a une majorité de Français qui n'en peut plus, dépossédés par la réforme, dépossédés de leur destin, de leur vie, dépossédés aussi de leur démocratie par le 49-3, qui en ont assez de l'absence de sens
de ceux qui nous gouvernent. Parce qu'en vérité, tout le monde a compris que cette réforme des retraites injuste, on aurait pu aller chercher l'argent ailleurs, et je vous raconte pas ce que j'ai raconté 100 fois, eh bien, cette réforme des retraites, si on l'accepte, ils ne s'arrêteront plus. Ils nous réduiront en esclavage. Il y aura toujours plus. Et toujours plus pour une oligarchie, pour les plus riches. Et il dit très bien, et je le cite parce que c'est exactement ce que je propose depuis des années, il dit je rappelle qu'il existe dans le monde des dirigeants capables de penser contre eux-mêmes, c'est-à-dire d'avoir une autre vision des choses. Et il dit, contre la doxa budgétaire, Joe Biden n'hésite pas à investir 2000 milliards de dollars dans les infrastructures de l'Amérique périphérique qui a voté Trump pour favoriser l'emploi américain. En Scandinavie, les élites social-démocrates, contre leurs croyances, ont élaboré une politique de régulation des flux migratoires. Ces politiques pragmatiques ne visent pas à construire un monde idéal, mais à servir les intérêts de la majorité ordinaire et les territoires qu'elle habite. Cela s'appelle la démocratie. Eh bien, en France, on a un pouvoir qui veut gouverner depuis 20 ans contre le peuple, qui gouverne contre le peuple, qui ne cesse de gouverner contre le peuple. Et là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que si on veut traiter le problème des retraites, il faut traiter le problème des délocalisations, c'est-à-dire produire en France. Or, on ne fait rien là-dessus. L'Union européenne continue de signer des accords de libre-échange. Si on veut régler les problèmes de sécurité, il faut fermer nos frontières et contrôler l'immigration. Si on veut accroître la prospérité, payer notre système social, il faut investir dans la science, dans la recherche et avoir le meilleur système éducatif. Et on fait l'inverse. Bref, si on veut une population en bonne santé, il faut lutter par exemple contre les désordres alimentaires, il faut faire de la prévention à l'école. En un mot, il faut un nouveau système de santé, pas celui du fric. À ce sujet, bravo, on a gagné, les soignants vont être réintégrés, vous avez vu ça c'était cette semaine aussi. C'est une grande victoire et je voulais vous en parler parce que ça prouve bien que ce qu'on fait ensemble, mes petites vidéos, vos commentaires, les manifestations, les dons que vous nous donnez, tout ça a servi. Et ils ont été obligés de réintégrer les soignants. Alors ça va venir progressivement, mais la Haute Autorité de Santé a dit exactement l'inverse cette semaine que ce qu'elle a répété pendant 2 ans. Alors on apprend de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes assis. On apprend que le vaccin n'empêche pas l'infection et la transmission de l'infection. C'est ce que je disais sur tous les plateaux télé, on m'a traité de complotiste, d'assassin, de tout. Eh ben oui, la Haute Autorité de Santé, là, dans son avis de jeudi, dit que le vaccin n'empêche pas la transmission. C'est extravagant quand on y réfléchit. Ils ont suspendu des milliers de soignants, ils ont privé les Français de soins parce que le vaccin protégeait. Et maintenant, ils nous disent que le vaccin ne protège pas. C'est extravagant. Donc j'en étais, tout ça pour dire, j'ai fait un petit incident, mais tout ça pour dire que ce que on demande, ce que les Français demandent, c'est simplement qu'on change de politique, qu'on écoute leurs souffrances, qu'on mette en place les actions qui permettraient de traiter les problèmes du pays. C'est le point clé. Et je vous invite à regarder le discours que j'ai prononcé hier au Conseil national de Debout la France. Alors c'était un 1er avril, mais c'était pas un 1er avril au sens du poisson, parce que je crois très important aujourd'hui qu'on apporte aux Français une réponse qui aille au-delà de la critique. Et la réponse, vous la connaissez, c'est bien évidemment restaurer l'ordre, mais un ordre juste, récompenser le travail, reconstruire nos services publics, redonner du sens à notre démocratie et changer l'Union européenne, c'est-à-dire arrêter avec l'Union européenne, avoir un électrochoc. Et c'est là-dessus que je voudrais venir aussi en bilan de la semaine, parce que il y a eu d'énormes informations très inquiétantes sur les pouvoirs de plus en plus tentaculaires de l'Union européenne. Alors il y a plusieurs choses très graves. Il y a d'abord une première décision, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, à la télé, on a dit bravo, Macron a gagné l'arbitrage,
le nucléaire est reconnu comme une énergie propre. Et on pourra produire de l'hydrogène avec de l'électricité nucléaire. Sauf que c'est pas ça la vérité. C'est qu'il y a eu un compromis. Et que dans le compromis de l'Union européenne a inventé une usine à gaz qui nuit aux intérêts français. C'est-à-dire qu'on pourra fabriquer de l'hydrogène, oui, avec du nucléaire, mais les pays qui fabriqueront de l'hydrogène avec du nucléaire devront encore plus faire de renouvelables. C'est-à-dire d'éolien et de solaire qui ne marchent pas, pour satisfaire le lobby allemand. Ça veut dire que ce qui est présenté comme une victoire dans les médias est en fait une défaite. Nos intérêts sont gravement en cause. C'est gravissime. Alors, il y a quand même un journal qui l'a dit, c'est Les Échos, qui d'habitude est plutôt d'ailleurs pro-Macron, mais qui a quand même écrit la victoire en demi-teinte de l'atome français. Tu parles. Pour les Américains, aux États-Unis, ils expliquent le seul critère pertinent pour définir l'hydrogène vert, c'est son niveau de CO2. Donc on peut fabriquer de l'hydrogène avec une éolienne, un panneau solaire ou du nucléaire. Mais en Europe, ah non, on a inventé une usine à gaz. Et en fait, la France sera défavorisée. Voilà. Et Macron a accepté. Ça veut dire bien que l'Union européenne, aujourd'hui, joue contre nos intérêts. Il y a d'autres éléments qui existent. L'Union européenne est en train de bloquer les fonds du plan de relance à l'Italie. Parce que l'Italie n'obéit pas à la Commission de Bruxelles. Sur des détails. Les concessions de plage, par exemple. Des trucs hallucinants. Comme l'Italie n'obéit pas à Madame van der Leyen, eh ben on lui bloque ses crédits du plan de relance. C'est ahurissant. Et puis, il y a encore pire, il y a les futures règles migratoires pour les pays de l'Union européenne, notamment du droit d'asile. Il y a eu quand même 1 million de demandeurs d'asile dans l'Union européenne. 1 million. Alors attendez, j'ai marqué en quelle année, 2022 ou 2021, je sais plus. Mais je l'ai pas là. Si, je l'ai là. Je vais vous le dire. J'ai été impressionné. On est à 1 million de demandeurs d'asile. Ça doit être en 2021. Je voudrais pas me tromper. Je l'ai pas là, mais bon, vous vérifierez. On est en 2020, ou avant le Covid, ou 2019, à 2,3 millions d'entrées. 2021, avant la guerre d'Ukraine. Avant la guerre d'Ukraine. 2 300 000 entrées dans l'Union européenne. On a un record en France. Une étude de l'INSEE est sortie aussi cette semaine qui dit qu'il y a 6,7 millions d'immigrés en France, c'est-à-dire nés à l'étranger, avec ou pas de nationalité française, mais nés à l'étranger. 10% de la population. Que si on compte les parents et les petits-enfants, on arrive à 30% de la population française, d'origine étrangère. Que cette population est concentrée, notamment en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. On voit bien que c'est pas tenable, que je ne juge pas les individus. Heureusement, beaucoup s'assimilent, s'intègrent, mais que globalement, la France n'a pas les moyens d'offrir un destin à toutes ces populations qui arrivent toujours plus nombreuses sur notre sol. Jamais les chiffres de l'immigration n'ont été aussi importants, les entrées en France. Jamais. C'est un drame pour l'intégration, pour l'assimilation, pour la cohésion nationale, pour le destin des enfants de ces immigrés. C'est un drame aussi pour l'Afrique, qui perd certains de ses meilleurs éléments. Cela veut bien dire qu'aujourd'hui, on est face à une Union européenne qui s'est arrogé tous les pouvoirs, que nos gouvernements ne sont plus que des petites collectivités locales. Nos pays ne sont plus que des petites collectivités locales et qu'on n'a plus les moyens de régler nos problèmes. Et ce qui est nouveau, et j'en ai parlé hier, ce qui est nouveau, c'est qu'avant l'Union européenne accaparait nos compétences, nous empêchait de traiter nos problèmes. Aujourd'hui, l'Union européenne nous met en danger. C'est-à-dire non seulement elle empêche nos gouvernements d'agir, mais de surcroît, elle nous met en danger. C'est-à-dire qu'elle précipite le continent dans la désindustrialisation, qui part aux États-Unis et en Chine, dans la submersion migratoire,
et donc la crise de cohésion, et dans la guerre en Ukraine. Voilà pourquoi il y a urgence absolue à rompre avec cette Union européenne, à la remplacer par ce que j'appelle l'Europe des nations libres. On récupère nos frontières, notre budget, on économisera 10 milliards d'euros, la supériorité de nos lois, on libère nos entreprises du carcan de l'Union européenne, et je peux vous dire que là, on va s'en sortir, ce qui n'interdira en rien de faire des coopérations à la carte sur des projets. On appelle ça Brexit, renégociation, nouvelle Europe, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un instinct de survie pour la France, il faut un électrochoc. On en parlera au moment des européennes. Hier, nous avons lancé la préparation à Debout la France des élections européennes, qui seront en juin 2024. J'espère qu'avant, il y aura un référendum sur la réforme des retraites, ou un retrait, ou une dissolution, ou même, pourquoi pas, une élection présidentielle. Mais il faut quand même aussi prévoir ce scrutin européen, parce que vous le voyez, ce qui se passe à Bruxelles a un impact immédiat sur notre vie quotidienne, et Debout la France est né de ce refus de la signature du traité de Lisbonne par Nicolas Sarkozy, qui s'asseyait, qui violait le vote des Français en 2005. Donc vous voyez que tout est lié. La réforme des retraites, l'Europe, notre existence politique, l'alternative politique que nous voulons proposer. Je vous souhaite... j'essaye de pas dépasser les 15 minutes. Alors, on me fait des grands signes. On est à quoi? À 16, 17. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Si j'ai encore une demande, je vous le demande. Si vous pouvez aider les mouvements, quels qu'ils soient, qui luttent contre Macron, ce président dangereux dispose de dizaines de millions d'euros à travers son parti politique, sans parler des soutiens de la presse, des milliards qu'il donne ici ou là. Nous fonctionnons avec des petites sommes, un budget annuel entre 500 000 et 1 million d'euros. J'avais promis d'ailleurs j'ai pas eu le temps, tiens, encore aujourd'hui, semaine prochaine, promis, je vous donne les grandes masses du budget. En plus, la trésorière est là aujourd'hui, donc je vais lui demander. Et donc, je vous supplie d'une chose. Si vous ne voulez pas aider Debout la France et que vous préférez aider quelqu'un d'autre, aidez quelqu'un d'autre. Mais aidez les syndicats, les associations de suspendus, les mouvements politiques qui luttent contre Macron. Nous avons besoin d'aide. C'est défiscalisé. Pour ceux qui payent des impôts, ils peuvent déduire les 2/3. Alors, plutôt que d'aller fumer des cigarettes ou boire trop, eh bien, n'hésitez pas à nous aider. Le panneau s'affiche pour faire un don, même un tout petit don. S'il y a des milliers de petits dons, eh bien nous pourrons investir, et notamment toujours cette campagne que nous avons lancée pour le référendum, 5 millions de tracts qu'il faut payer. Voilà. Merci à vous tous, et puis bonne semaine, et on se retrouve semaine prochaine.